Dans cette première partie, je vais illustrer la notion d'isotope et faire un rappel sur ce que c'est qu'un élément chimique. Donc, je rappelle que les éléments chimiques, un élément chimique, c'est caractérisé par le numéro atomique de cet élément, d'accord ? Et une représentation symbolique, eh bien, c'est la représentation suivante, où vous donnez le symbole de l'élément, son numéro atomique, et ce numéro ici qui représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors, pour comprendre la notion d'isotope, je vais me baser sur un exemple qui est le charbon. Voilà, je vais prendre un exemple. Là, j'ai un sac de charbon pour barbecue. Un morceau de charbon, donc c'est noir, comme ceci, et c'est essentiellement composé d'atomes de carbone. Alors d'abord, si on analyse le mot, vous avez ça dans votre livre. Iso, ça veut dire même, et top, ça vient de topos en grec, qui veut dire le même lieu. Ça veut dire que je vais vous parler de choses ici qui sont dans le même lieu, le même endroit dans la classification périodique des éléments, c'est-à-dire dans la même case. Ce sont les mêmes éléments chimiques et on va voir ce qui les différencie. Donc sur l'exemple du charbon, on n'a quasiment que des atomes de carbone. Un atome de carbone, je vous rappelle, un atome c'est composé d'un noyau. Le noyau est ici. Il y a 6 protons, 6 neutrons. Ça fait 12 nucléons. Donc la notation symbolique, on appelle ça le carbone 12. Donc dans mon morceau de charbon, si j'étais capable d'aller regarder chaque atome de carbone, eh bien je verrais que la majorité d'entre eux, ce sont des atomes dont le noyau est composé de 6 protons, 6 neutrons. Et en fait, il y en a un très petit nombre qui sont des atomes de carbone, mais ils ont une petite différence. Leur noyau, à eux, est bien composé, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 protons, mais de 7 neutrons. Ils ont toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons autour d'eux dans leur cortège électronique, ce qui leur confère les mêmes propriétés chimiques. Et si j'ai 6 protons et 7 neutrons, eh bien ça me donne 13 nucléons. Et dans ce cas-là, eh bien cet atome de carbone-là, on le notera, le carbone 13. Donc, un atome, l'atome de carbone, peut exister sous différentes versions, le carbone 12, le carbone 13. Et ces deux atomes-là, ou en tout cas ces deux noyaux d'atomes, eh bien on dit qu'ils sont isotopes l'un de l'autre. Alors il existe plein d'autres versions. Si je regarde mon morceau de charbon, en encore plus petite quantité, je peux trouver des atomes de carbone avec toujours 6 protons, mais 8 neutrons. Dans ce cas-là, ça me fait 14 nucléons. Okay, et cela, on appelle ça eh bien, des atomes de carbone 14. Il existe pour chaque atome des versions de cet atome avec plus ou moins de neutrons. Il existe le carbone 11 qui, lui, a 5 neutrons et 6 protons. Et puis le carbone 15. Et ainsi de suite. Le carbone 16. Donc tout ça, on dit que ce sont des isotopes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont le même numéro atomique. Donc ils ont tous 6 protons dans leur noyau. C'est-à-dire que leur numéro atomique c'est 6, ils sont tous dans la même case de la classification périodique des éléments. On dit que c'est du carbone, mais ce qui diffère, c'est leur nombre de neutrons dans le noyau. Alors ça ne change pas grand-chose du point de vue de la chimie. Leur réactivité chimique sera la même, parce que ce qui définit leur réactivité chimique, les réactions chimiques qu'ils font, ce sont leur nombre d'électrons qui est le même que leur nombre de protons, quand c'est des atomes. Mais le fait qu'ils aient des neutrons différents, ça va entraîner le fait que leur noyau soit plus ou moins stable, et ça peut entraîner des transformations nucléaires, des transformations dans le noyau. Pour information, ça n'est pas à savoir, mais ces deux-là sont les isotopes stables du carbone, alors que les autres sont instables. Par exemple, le carbone 14, dont on parle souvent en archéologie, eh bien ce noyau-là est instable et il va y avoir une transformation dans le noyau au bout d'un moment. On en revient, on va en reparler juste après. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ce que c'est qu'une transformation nucléaire. Alors, comme son nom l'indique, une transformation nucléaire, ça veut dire qu'il se produit une transformation à l'intérieur du noyau des atomes. Je vais partir de 2 exemples. Prenons un exemple, le noyau de plutonium. Vous avez une image donnée dans votre livre en bas de la page 132.
Ce noyau de plutonium, c'est un énorme noyau. Vous voyez, il a 94 protons et au total 238 nucléons, c'est-à-dire 238 moins 94, 144 neutrons. Donc il y a 144 neutrons, 94 protons, et ce noyau n'est pas stable comme ça. Et ce qu'il va faire, ce noyau étant trop gros, il va se produire une transformation à l'intérieur de son noyau. Et en fait, il va se séparer en deux parties. Un noyau d'uranium, il a 92 protons et 234 nucléons. Et émission d'une petite particule composée de 4 nucléons dont 2 protons. C'est un noyau d'hélium. Alors, lorsque cette transformation se produit, cette petite particule est émise, quitte le noyau et elle emporte avec elle de l'énergie. Donc une transformation nucléaire, ça dégage de l'énergie. On va revenir juste après sur quelles règles, quelles lois de conservation on respecte quand on écrit une transformation nucléaire. Je vais prendre un autre exemple de transformation nucléaire. Je vais revenir sur l'exemple du carbone 14. Je vous ai dit que le carbone 14, c'était un carbone qui était instable, il avait 6 protons et 8 neutrons, il a un petit peu trop de neutrons. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'un de ces neutrons va se transformer en proton. Ça veut dire qu'après, je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 protons. Et si un neutron s'est transformé en proton, maintenant il devrait m'en rester plus que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, cet élément-là, ce noyau-là, c'est plus le noyau de l'élément carbone, parce qu'il a 7 protons. Si je regarde dans la classification périodique des éléments, un élément qui a un numéro atomique de 7, c'est l'azote. Et s'il a 7 protons, 7 neutrons, il a toujours 14 nucléons. Donc ça, c'est une autre transformation nucléaire, où un neutron, là par exemple, s'est transformé en proton. Et au cours de cette transformation, il y a une autre particule qui est émise, c'est un électron dont le symbole est 0, -1. Pour information, vous verrez ça l'année prochaine, mais dans ce type de réaction-là, quand vous émettez une particule qui a un noyau d'hélium, on appelle ça de la radioactivité alpha. Et quand vous émettez un petit électron, dans ce deuxième exemple, c'est une autre forme de radioactivité qu'on appelle la radioactivité bêta, précisément bêta-. Dans les deux cas, vous dégagez de l'énergie. Okay. Donc à chaque fois, il y aura de l'énergie qui est dégagée lors d'une transformation nucléaire et vous aurez dans des exercices sur ce chapitre des calculs avec l'énergie à faire. Alors, ce qui est écrit là, ce sont des équations de réaction nucléaire et ces équations de réaction respectent des lois de conservation. Alors, quelles sont ces lois de conservation? Eh bien, en fait, ce qui se conserve au cours d'une transformation nucléaire, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse et le nombre de charge. Alors, le nombre de masse, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre qui est là. Okay. Donc, moi que j'ai noté en rouge, le nombre de masse. Au cours d'une transformation nucléaire, le nombre de masse se conserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais 238 ici, ce qu'on appelle du côté des réactifs. Okay. Eh bien, du côté de ce qui est formé juste après, du côté des produits, eh bien, il faut qu'il y ait aussi 238 au total. C'est-à-dire 234 plus 4, ça fait bien 238. Il y a conservation du nombre de masse. Il y a aussi conservation du nombre de charges. Le nombre de charges, ça correspond au Z qui est donné ici. Donc j'avais un Z de 94 de ce côté-là. Eh bien, ici, il faut qu'il y ait conservation. 92 plus 2, ça fait bien 94. Voilà. Et c'est bien respecté dans mon deuxième exemple ici. Vous voyez, pour le nombre de masse, j'avais 14 du côté des réactifs. Du côté des produits, j'ai 14 plus 0, ça fait bien 14. Et en bas, 6. Bien, 6 pour le nombre de charges. 7 moins 1, 7 moins 1, ça fait bien 6 aussi. Voilà. Voilà comment on écrit une équation de réaction nucléaire. Ces lois de conservation, conservation du nombre de masse et conservation du nombre de charges, on appelle ça aussi les lois de Soddy. En première, vous irez un petit peu plus loin là-dessus. Pour finir, j'aimerais faire une remarque de culture générale qui est en lien avec ce chapitre et qui n'est pas à connaître, mais qui est très intéressante. Dans les transformations nucléaires que je vous ai présentées juste avant, je vous ai dit qu'il y avait des particules qui étaient émises lorsque ces noyaux instables ici se transformaient. Alors, ça permet de comprendre pourquoi ces transformations nucléaires sont dangereuses pour l'homme. Ces réactions-là, on appelle ça de la radioactivité, alpha et bêta-. Pourquoi ça peut être dangereux?
Eh bien parce que les particules qui sont émises, ici, le noyau d'hélium ou l'électron, ce sont de toutes petites particules qui vont partir avec une très grande vitesse, avec beaucoup d'énergie. Si vous avez un élément radioactif ou un échantillon de matière radioactive à côté de vous, vous n'allez pas sentir ces particules passer, elles peuvent passer à travers votre corps. Mais en passant à travers votre corps, eh bien, elles peuvent faire des dégâts, et notamment en passant dans le noyau de vos cellules, elles peuvent briser les brins d'ADN. Et heureusement, on a un système de réparation qui corrige ce genre de choses. Donc en temps normal, quand on est soumis à la radioactivité ambiante, car tout autour de nous, il existe un petit peu ces phénomènes de radioactivité, même à l'intérieur de notre corps, on a des éléments radioactifs, eh bien notre corps en général, si il y a une particule qui vient casser notre ADN comme ça, on a un système de réparation. Le problème, c'est quand vous êtes en contact avec un échantillon qui contient beaucoup d'éléments radioactifs, et que donc qui vous émet beaucoup de particules comme ça. On pourrait dire que ces petites particules, c'est des mini boulets de canon qui, en passant dans votre corps, donc vous brisez l'ADN. Et s'il y a trop de dégâts en même temps, eh bien, le système qui permet de corriger et de réparer ça est débordé. Et dans ce cas-là, les réparations peuvent être mal faites. Et donc, ça va entraîner une erreur dans la correction de votre ADN. On appelle ça une mutation génétique. Et ça peut entraîner ensuite eh bien, une cellule qui va se multiplier anormalement et donc un cancer. Donc ça vous formera une tumeur et la maladie, c'est le cancer. L'intérêt quand même de ça, je vais vous donner un autre exemple. Je reviens sur le carbone 14. Le carbone 14, vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'on vous dit que les archéologues l'utilisent pour faire de la datation archéologique. Imaginez vous trouvez un petit morceau de poterie sur un chantier où vous faites des fouilles. Eh bien, vous pouvez regarder à l'intérieur quelle est la quantité de noyaux de carbone 14. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Au moment où cette poterie a été fabriquée, vous avez un certain nombre de noyaux d'atomes de carbone 14 qui sont présents à l'intérieur. Avec le temps, eh bien, ces noyaux d'atomes de carbone 14, vu qu'ils sont radioactifs, eh bien, petit à petit, aléatoirement, ils vont se désintégrer et donc ils vont disparaître. Ça fait que dans votre morceau de poterie, au cours du temps, vous aurez de moins en moins, donc le nombre d'atomes de carbone 14 va diminuer au cours du temps pour tendre vers 0. D'accord ? L'archéologue, quand il trouve la poterie plusieurs milliers d'années plus tard, eh bien, s'il est capable par une analyse de savoir combien il y a d'atomes de carbone 14 à un instant donné, eh bien, il va pouvoir dire « Ok, j'ai à peu près tant d'atomes de carbone 14 aujourd'hui, et donc ça veut dire que la poterie a été fabriquée depuis un certain temps, delta t. Donc, on est capable comme ça de savoir depuis combien de temps la poterie a été fabriquée. Alors ici, c'est une explication très simplifiée, mais en vrai, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est comme ça qu'on arrive à déterminer l'âge par la datation carbone 14. Cette courbe que j'ai représentée en vert, ici, c'est une courbe qui est caractéristique de ces phénomènes de radioactivité. On appelle ça une exponentielle décroissante. Vous la reverrez en première ou en terminale. Et elle est caractéristique des phénomènes de désintégration radioactive où le nombre d'éléments radioactifs au cours du temps diminue comme ça avec une exponentielle décroissante. Voilà pour les remarques de culture générale.